Depuis 1839, l'Algérie est officiellement née. Au cours de la Première Guerre mondiale, plus de 17 000 hommes issus de ce territoire ont été mobilisés pour renforcer les troupes françaises. Dans les années 20 et 30, divers mouvements nationalistes se sont développés pour s'opposer à la présence des colons. En mai 1945, des émeutes sont sévèrement réprimées. L'opposition à la métropole continue de se développer et aboutit à la création en 1954 d'un comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Certains Algériens sont décidés à agir par la violence et le soulèvement éclate le 30 octobre et le 1er novembre de la même année, prenant les autorités françaises au dépourvu. Le 12 novembre, Pierre Mendès France, président du Conseil, déclare « L'Algérie, c'est la France ». Mais le 26 janvier 1955, Jacques Soustelle, gouverneur général de l'Algérie, doit décréter l'état d'urgence dans les zones concernées par la révolte. À cette époque, le FLN, Front de Libération Nationale, ne dispose que d'1 millier d'hommes prêts à combattre. Les opérations de maintien de l'ordre sont décidées. En mai 1955, la police et la gendarmerie ne pouvant contrôler le territoire, les unités militaires sont appelées en renfort. Le terme de guerre d'Algérie commence à être employé. Un général français est envoyé sur place où il est, semble-t-il, chaleureusement accueilli. La négociation étant toujours la meilleure solution pour trouver une issue positive à un conflit naissant, il rencontre plusieurs représentants algériens. Malgré la situation qui se dégrade rapidement, les relations entre la population algérienne et les Français restent encore relativement bonnes. Lors de cette visite, il participe au repas, accompagné par des danses et musiques traditionnelles. Les unités françaises de la Légion étrangère visitent les villages dans lesquels les soldats pénètrent avec un minimum de diplomatie pour être acceptés par les habitants. La France doit préserver son image. Ils visitent les habitations, contrôlent les populations, distribuent des informations sous forme de tracts rédigés en arabe et se font aider de chiens policiers pour tenter de trouver des terroristes du FLN. Tous les bâtiments sont vidés de leurs occupants, hommes, femmes et enfants. L'armée française informe les musulmans des risques qu'ils encourent à collaborer avec les révolutionnaires. Les patrouilles se multiplient dans toutes les régions où les terroristes sont présents. La progression des unités de la Légion se fait le plus souvent à pied dans ces régions peu carrossables. En octobre 1955, la France lance un appel au peuple algérien. Les représentants de la métropole vont sur place, ici à Oran, pour tenter de rallier des partisans, des anciens combattants de la Première Guerre mondiale en particulier, et le plus possible de musulmans. On tente de les convaincre par de grands discours. Pour preuve de la confiance qu'elle apporte à ces Algériens, la France leur offre des armes pour lutter à ses côtés contre le FLN, pour combattre le terrorisme. Dès lors, le peuple algérien doit choisir son camp, rejoindre la France ou soutenir le FLN. La distribution des fusils est assurée par la gendarmerie française.
Mais la révolte continue de s'étendre géographiquement, obligeant l'armée française à se déployer. Les unités blindées équipées d'automitrailleuses sillonnent les routes. Au col du Nadour, l'artillerie entre peu à peu en action pour pilonner les positions supposées du FLN. Le génie intervient pour remettre en état les ponts détruits par les rebelles. Les blessés français sont rarement montrés devant les caméras lorsqu'ils sont évacués. Bientôt, on fait appel au soutien de l'aviation, qui multiplie les opérations de bombardement dans les zones difficilement accessibles par voie terrestre. Les campements ennemis sont atteints à pied et attaqués à la mitrailleuse. Le Maghreb est embrasé par la guerre civile qui s'intensifie de jour en jour. Les hostilités sévissent en Algérie et au Maroc, tandis que les nationalistes révoltés s'attaquent à la puissante armée française. Des raids éclairs laissent les villages incendiés, avec la plupart du temps leurs habitants massacrés. Toutes les routes sont bloquées, placées sous surveillance et rendues uniquement accessibles à l'armée française. Alors que des pourparlers sont en cours entre les dirigeants arabes et les Français, l'acharnement de la guérilla se poursuit. Tandis que 2 divisions ennemies sont déployées et que les réservistes français sont appelés, les rebelles continuent à se battre au prix de nombreuses vies. On déplore déjà 1700 morts. Pas même les hôpitaux ne sont épargnés dans ces violents affrontements. Quant aux non-combattants, comme toujours, ils sont les victimes d'une guerre qu'ils ne maîtrisent pas. Les visites officielles se multiplient en Afrique du Nord pour apporter le soutien moral aux militaires présents sur le terrain et pour leur rappeler que leur mission est justifiée. L'Algérie doit rester française. En octobre 1955, le ministre français de la Défense, Billotte, passe les troupes en revue et assiste à quelques démonstrations. Nous sommes en décembre. Dans le district d'Oran, les troupes françaises inspectent le village de Oulad Hammou, à la recherche de terroristes du FLN. Elles fouillent des suspects, fait intervenir des équipes de déminage pour vérifier si les musulmans ne portent pas des armes ou des explosifs. Les musulmans sont arrêtés puis transportés hors du village par camion pour être interrogés. En février 1956, Jacques Soustel, gouverneur général de l'Algérie, effectue une visite officielle. Il traverse Alger sous les acclamations de la foule contenue par la police française. Quelques étudiants mécontents se sont glissés dans la foule et crient leur slogan sur son passage. Ce sont surtout les Français d'Algérie qui sont heureux de cette rencontre, signe que la métropole ne les laisse pas tomber et qu'elle a l'intention de les préserver des opérations terroristes du FLN. Soustel reçoit une décoration, passe des unités musulmanes en revue, puis reprend sa visite. Mais les étudiants l'attendent de pied ferme dans les rues et de violentes émeutes éclatent lors de son passage.
Lorsque la France donne l'occasion de voter aux Algériens, ils sont nombreux à se prononcer. Mars 1956. Arrivée des renforts français en Algérie. Max Lejeune salue les soldats français de l'infanterie coloniale qui débarquent du Kairouan. Les troupes montent à bord de navires dans le port de Marseille, salués par les familles. Dès leur arrivée en Algérie, les missions de reconnaissance débutent dans les villes et les campagnes. Le territoire désertique est parcouru à pied, à la recherche de membres du FLN. Avril 1956. Nouvelle visite officielle d'un représentant français aux troupes et aux anciens combattants algériens de la Première Guerre mondiale. Il parcourt Alger, acclamé par tous les Français et certains Algériens, y compris les écoliers. Le ministre Robert Lacoste assiste au défilé des hommes et du matériel de guerre. Tanks et autres véhicules blindés. Pour terminer sa visite, il découvre une usine de fabrication de bouteilles de verre dans laquelle il discute avec les ouvriers algériens. Puis il se rend dans une aciérie. La France a apporté son savoir-faire industriel pour moderniser ce pays. C'est un des bienfaits de la colonisation, selon ceux qui veulent garder l'Algérie française. Pierre Mendès France se rend également en Afrique du Nord pour participer personnellement aux négociations. L'espoir d'une paix négociée reste présent. Des scènes comme celle-ci ont lieu tous les jours en Algérie, alors que les troupes coloniales françaises ramassent des hommes par milliers pour tenter désespérément de mettre fin au règne de la terreur engendré par la guérilla et de redonner un souffle de vie à la colonie. Des renforts de 60 000 hommes ont été dépêchés sur place, tandis que les nationalistes poursuivent leurs attaques éclairs, faisant des centaines de victimes au cours des dernières semaines. Malgré ces renforts, la révolte s'intensifie à mesure que les armes, provenant vraisemblablement de nations arabes, continuent d'affluer. Les raids sont dévastateurs, comme en témoignent ces images. Les rebelles frappent à la vitesse de l'éclair, puis disparaissent dans la montagne. Ils auraient une armée de 3 000 hommes armés et entraînés. Des centaines de fermes ont été incendiées. L'attaque générale lancée par les rebelles a pour but d'obliger les Français à leur accorder l'indépendance. Juin 1956, Opération Basque. De nombreuses missions de contrôle sont menées par l'armée française. Les troupes aéroportées par hélicoptère sont déposées sur le terrain. Dans les secteurs non hostiles à la France, des officiers accompagnent les fusils de chasse qui sont distribués aux musulmans décidés à rester du côté français.
Sur les routes empruntées par les unités motorisées françaises, les rebelles du FLN opèrent des sabotages pour ralentir la progression des véhicules ennemis. Les arbres abattus sont rapidement dégagés à l'explosif. Le matériel apporte une force non négligeable aux Français, malgré les difficultés d'accès dues au relief. Régulièrement, les hélicoptères viennent prêter main forte, tout comme l'artillerie. Et dans les zones isolées, les prisonniers sont évacués par voie aérienne. Les troupes françaises se déplacent par convois de camions quand les routes le permettent. Elles installent des points d'observation qui sont fortifiés par de nouvelles constructions. Dans ces camps de fortune, la vie quotidienne des soldats venus de la métropole s'organise tant bien que mal sous le soleil africain. En août 1956, les unités combattantes françaises et africaines sont passées en revue par les officiers français. Le thé leur est offert en signe de bienvenue lors de la cérémonie militaire. Septembre 1956. Pacification des Algériens. Les soldats français aident les Algériens à construire une route. Ils travaillent ensemble pour leur prouver l'intérêt de la présence française qui aide au développement de leur pays. La route est taillée dans la montagne à coups de marteau-piqueur et d'explosifs. Les pierres sont dégagées à la main. Le résultat de ces travaux communs à travers la montagne, une superbe route. Ces voies d'accès nouvellement mises en place servent à donner un accès plus facile aux campements installés par l'armée sur les hauteurs, de manière à pouvoir surveiller facilement les zones alentours et observer les mouvements potentiels des rebelles. Les moissons sont aussi assurées dans les fermes sous la protection de l'armée française. Les ouvriers agricoles musulmans qui travaillent pour les fermiers métropolitains peuvent encore le faire en toute sécurité, mais pour combien de temps ?
Le 22 octobre 1956, les 5 chefs du FLN, leaders de la rébellion, sont arrêtés par les autorités françaises alors qu'ils étaient en vol entre Rabat et Tunis. On oblige leur avion à se poser à Alger, puis ils sont emprisonnés avant d'être transférés en France métropolitaine. Le gouvernement français espère que cette prise va permettre de mettre un frein aux attentats et à la guérilla. Le roi du Maroc apporte alors son soutien au FLN, qui bénéficie de plus en plus de l'aide des pays arabes, et plusieurs Français sont assassinés au Maroc. L'armée française est contrainte d'installer un barrage de fils barbelés électrifiés le long de la frontière marocaine. Ben Bella et ses compagnons sont interrogés à Alger. Ils sont longuement exhibés devant les caméras. Fin 1956, les actions de guerre touchent maintenant toutes les grandes villes d'Algérie, où le FLN multiplie les attentats. En janvier 1957, le gouvernement français charge le général Massu et sa division de parachutistes de remettre de l'ordre à Alger. En 6 mois de présence, et avec des méthodes de présence renforcées sur le terrain, de contrôles multiples, d'interrogatoires, de fouilles et de perquisitions, l'ordre est rétabli dans la zone de la capitale. L'hélicoptère, cet appareil aérien polyvalent, joue un rôle essentiel pour les Français en Algérie. Survolant un terrain inaccessible par d'autres moyens de transport, l'hélicoptère se pose et déverse des soldats, puis une Jeep, au beau milieu du désert. Les forces françaises montent en voiture, prêtes à faire face aux rebelles. Ce véhicule est coincé dans la boue, que faire? L'hélicoptère l'aide à se sortir de là, c'est aussi simple que cela. Incontestablement, l'hélicoptère est un atout qui apporte une nouvelle dimension à la guerre aérienne. Ce soldat est récupéré par l'hélicoptère, alors que les combats continuent par ailleurs. La communauté internationale a été choquée par l'un des plus sanglants épisodes du sinistre conflit algérien, qui oppose maintenant depuis 31 mois les Français aux nationalistes musulmans revendiquant leur indépendance. Le douar de Melouza a été victime d'un raid dans lequel tous les hommes de la communauté de plus de 15 ans ont été exécutés par des escadrons rebelles. Ces quelques survivants ont réchappé à l'attaque et ont pu témoigner de la nouvelle vague de terrorisme qui sévit en Algérie. Les nationalistes ont été dénoncés et leurs porte-paroles ont répliqué en insinuant que les Français perpétraient également des atrocités. Les deux camps en appellent à la compassion des autres pays qui voient dans la tragédie de Melouza le symbole du cruel conflit fratricide dans lequel les musulmans exécutent leurs semblables sans merci au nom du nationalisme. L'Algérie connaît un triste anniversaire. Les patrouilles françaises sont en état d'alerte et la vigilance est à son comble contre les nouvelles vagues de terrorisme. Cette nation nord-africaine déchirée par la grève vient de subir 2 années sanglantes, marquées par les émeutes signalant l'émergence d'une campagne nationaliste pour l'indépendance. Depuis ce temps règne la terreur, et les problèmes concernant l'Algérie n'ont pas trouvé de solution. La dette est élevée. Malgré une gestion appliquée de l'économie française concernant ces troubles, aucune issue ne semble visible pour remettre un terme à la guerre de la terreur en Algérie. Seulement l'espoir qu'une entente amènera la paix. Les méharistes de la compagnie saharienne sont ici réunis pour rencontrer un dignitaire français. Ces hommes sont voilés. Le ministre Max Lejeune décore ces héros qui mènent un long combat contre les insurgés algériens.
Les méharistes, avec leurs officiers à dos de dromadaire, prêtent toute leur attention à cette distinction. Un interlude paisible dans une lutte sanglante pour l'empire du Maghreb. Des événements d'une importance majeure et pour le moins tumultueux se sont produits à l'heure où la 4e République touche à son paroxysme dans cette crise d'après-guerre. En milieu de semaine, 125 000 personnes ont manifesté en plein cœur de Paris contre le général de Gaulle. Le jour même, Pierre Flimelin, nommé depuis peu président du Conseil, a obtenu 408 voix contre 165 sur la révision constitutionnelle, mais s'est cependant vu contraint de remettre sa démission. En effet, malgré les résultats du vote, le doute subsistait quant à la capacité de son gouvernement à faire face à la menace d'une guerre civile. Sa démission laisse désormais le champ libre à De Gaulle dans ce contexte de crise algérienne. De nombreuses personnes ont participé à la manifestation contre De Gaulle, parmi lesquelles l'ancien président du Conseil Mendès France, des dirigeants de gauche, ainsi que de nombreux communistes, socialistes et radicaux. Les partisans de Gaulle, quant à eux, redoutent l'émergence d'un gouvernement de front populaire. L'attention se porte désormais sur le pouvoir présidentiel. Les journalistes se tiennent sur le pied de guerre tandis que le président René Coty convoque les personnes les plus influentes du pays afin de les persuader que De Gaulle a le prestige et la force nécessaires pour sortir la France de la crise. À Paris, les partisans de Gaulle défilent dans les rues en un tourbillon bruyant et joyeux. De Gaulle est nommé à l'Assemblée nationale. Il a déclaré qu'il acceptait d'être investi et a posé comme préalable l'élaboration d'une nouvelle constitution instituant un exécutif fort et soumise à la ratification populaire. À Paris et en Algérie, l'agitation continue. Face à la menace croissante de l'insurrection, l'Assemblée nationale cède à contre-cœur. De Gaulle revient à nouveau sur le devant de la scène politique française en tant que président du Conseil, grâce en grande partie au président Coty, qui craignait de devoir démissionner si le général n'était pas investi de ses pouvoirs. L'année 1958 est un tournant dans l'histoire française au même titre que la prise de la Bastille. Au cours de son histoire, la France a alors connu 2 empires, 3 monarchies, 1 dictature et 4 républiques, et d'autres changements restent à venir. La crise que connaît la France est alors loin d'être finie. Afin de diriger une Assemblée nationale réticente, De Gaulle peut menacer de démissionner. Mais le spectre de la guerre civile plane toujours. Pour dominer les chefs militaires rebelles, le prestige seul ne suffit pas. La situation demeure précaire, mais après un certain temps d'analyse, un tournant se profile, annonçant de nouveaux événements. À peine un mois après avoir pris ses fonctions, le Premier ministre Charles de Gaulle se rend à nouveau en Algérie et découvre qu'il y est très populaire. Le numéro 1 français présente sa politique de modération, dont l'attention pour la cause musulmane est porteuse de promesses d'égalité. De Gaulle semble trouver un soutien parmi les musulmans et aussi en dehors de la ville d'Alger, parmi les plus jeunes des officiers de l'armée dont les meneurs du soulèvement de mai font encore partie. Si le général bénéficie d'un large soutien, il ne lui reste pas moins de nombreux problèmes à régler. À Paris, au retour de Gaulle, le secrétaire d'État américain Dulles arrive lui portant une invitation d'Eisenhower pour une visite à Washington, tandis que De Gaulle rencontre des problèmes d'autorité dans son propre pays. Les discussions entre Dulles et De Gaulle ont concerné des accords de généralité sur la situation mondiale et ont laissé un point de désaccord. De Gaulle souhaite que la France développe son propre arsenal nucléaire pour conserver sa place au sein des grandes nations. Dulles émet des réserves. Une nouvelle puissance nucléaire et une nouvelle série de tests nucléaires risquent de mettre à mal tout espoir de désarmement. Et selon les lois en cours, tout ce que Dulles peut offrir à De Gaulle, c'est en tout cas pas du nucléaire. 88 ans après la chute de Napoléon III, Charles de Gaulle projette de fonder une nouvelle république. Il fait campagne pour une nouvelle constitution, clé fondamentale dans son programme destiné à redresser la France. Le mécontentement monte dans les quartiers ouvriers partisans de la gauche réputés pour leurs fréquentes manifestations et pour leur forte opposition à De Gaulle. Les manifestants communistes affrontent la police. Les émeutes sont régulièrement refoulées. Les soulèvements communistes neutralisés.
Les rues sont rapidement dégagées par les forces de l'ordre qui lancent des grenades lacrymogènes sur les manifestants. Concernant la Constitution, la plupart des observateurs politiques pressentent que la popularité de De Gaulle sera favorable à son référendum et entraînera donc l'apparition d'un nouveau régime, la Ve République. La métropole ainsi que les territoires d'outre-mer votent à l'occasion du référendum de De Gaulle sur sa proposition de nouvelle constitution. Les territoires peuvent opter pour leur indépendance immédiate. Les résultats du scrutin révèlent que la France approuve la Ve République de De Gaulle. Les territoires d'outre-mer ainsi que l'Algérie se montrent également favorables à De Gaulle. Seule la Guinée a souhaité son indépendance immédiate. Les élections vont bouleverser l'ancien gouvernement et donner au nouvel exécutif les pouvoirs les plus étendus de l'histoire française depuis l'époque de Louis-Napoléon. En prévision d'un référendum populaire de la récente Constitution, le général de Gaulle effectue une visite en Algérie. S'il peut compter sur 80% des votants inscrits pour soutenir sa Ve République, les nationalistes autochtones et les Français de l'aile droite demeurent irréconciliables. L'introduction de la proposition de De Gaulle à Constantine est là pour souligner les fondements économiques et sociaux pour les musulmans. En rejetant les deux, le programme de l'armée de pleine intégration avec la France et le mouvement nationaliste pour l'indépendance, De Gaulle a son propre programme politique élaboré avec précaution. La France appelle à voter. Après les longues vacances politiques débutées en juin dernier, quand De Gaulle reçoit le pouvoir de gouverner par décret en Algérie et en France métropolitaine, 21 millions de votants sur 26 vont voter pour le second tour de la nouvelle procédure électorale de la Ve République. Le résultat, un nombre extraordinaire de clients pour les candidats promettant allégeance à De Gaulle. Les communistes perdent plus de 10 sièges sur les 149 qu'ils ont au Parlement. Près d'un tiers des anciens membres sont réélus. De Gaulle est officiellement neutre dans cette campagne électorale. Mais le ministre de l'Information dit que la République du régime de l'Union doit reprendre les sièges. La vague conservatrice n'a pas réussi à fédérer les membres des partis de gauche. Leur incapacité à admettre de jeunes candidats a certainement joué un rôle dans la défaite qui en résulta. Parmi eux, l'ex-premier ministre Mendès France est réélu. On peut dire que De Gaulle remporte une victoire remarquable dès son retour sur la scène politique, à un moment où la France a tant besoin de lui. Tous les regards se portent sur Paris, tandis que la crise française d'après-guerre voit se profiler l'ascension du général de Gaulle. Les jours heureux de la libération sont désormais révolus. À l'heure de la crise, les nationalistes algériens continuent de se révolter, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, des milliers de musulmans se rassemblent dans la ville d'Alger pour manifester leur soutien au général de Gaulle. Ils se rallient ainsi à la foule européenne de civils et de militaires séditieux qui ont précipité la crise. La France connaît alors une période de paradoxe et d'instabilité. À la veille de son entretien avec le président Eisenhower, Charles de Gaulle se rend en Algérie où une guerre sanglante qui dure depuis 5 ans avec les rebelles nationalistes entrave sérieusement le bon fonctionnement de l'économie française. Ce qui ralentit le programme de Gaulle pour la grandeur nationale et, bien sûr, pose des problèmes dans les relations avec les États-Unis. De Gaulle amène aux colons et aux soldats, dont la révolte fit vaciller le pouvoir 15 mois auparavant, un programme d'autodétermination pour l'Algérie, mais uniquement en tant que partie de la France et seulement après que les forces rebelles aient déposé les armes. Le président de Gaulle se rend en Algérie afin de trouver le soutien nécessaire à son projet de référendum sur l'autodétermination. Avec l'indifférence aux dangers qui le caractérise, De Gaulle passe outre les consignes des forces de l'ordre, pour se mêler à la foule où Français et musulmans sont confondus. Mais tandis que le président brave la masse, de nouveaux affrontements se préparent. En effet, à Alger, de violentes émeutes organisées par les activistes vont éclater en protestation contre son projet. Les combats de rue meurtriers entre les Français et l'armée demeurée loyale au gouvernement prennent une tournure épouvantable, tandis que les manifestants musulmans ripostent avec la même violence. Après une semaine d'échauffourées sanglantes, le bilan s'élève à plus d'une centaine de morts et d'un millier de blessés. La police, les unités de l'armée et les insurgés se sont affrontés avec acharnement, échangeant des grenades et des bombes lacrymogènes jusqu'à ce que l'ordre soit finalement rétabli. L'accalmie règne désormais.
L'état de siège continue au cœur d'Alger, où des milliers d'insurgés de l'aile droite derrière les barricades protestent à la fois contre les fusillades des troupes paras du général Massu et contre les plans de De Gaulle pour l'autodétermination des Nord-Africains musulmans. L'Algérie est française. C'est le cri de ralliement des insurgés, et bien qu'il n'y ait pas de combat, la menace qu'ils représentent paralyse toute la ville et sert de test contre l'autorité du général de Gaulle et contre la Ve République. En France métropolitaine, des douzaines de leaders de droite sont arrêtés mais aucune tentative n'est faite pour déloger les insurgés des barricades. L'armée prévient qu'elle n'utilisera pas la force contre eux, bien qu'elle encercle maintenant les positions des insurgés. De Gaulle ne prend pas de position tranchée. La façon dont il va contrôler la loyauté ultime de l'armée peut déterminer non seulement le nouveau destin de l'Algérie, mais aussi l'avenir de la France dans cette grande partie du monde. À Alger, la grande démonstration de force des insurgés est à son apogée, avant l'effondrement soudain de la révolte. Alors que les parachutistes font une percée à travers les barricades des insurgés, ils sont accueillis par des acclamations dans une manifestation triomphante. Les troupes de paras, sympathiques à l'égard des révoltés, ont échoué au démantèlement de la zone des barricades. Puis les troupes françaises sont intervenues et ont pu alors faire le travail. L'armée reste loyale, De Gaulle reste ferme, et la révolte est contenue. C'est la fin d'une tentative de soulèvement qui secoua les fondements de la Ve République ainsi que tous les plans de Gaulle pour révéler la grandeur de la France. Mais l'issue est un triomphe personnel pour le général de Gaulle, tournant la page de ses heures les plus sombres et marquant son retour au pouvoir. Les manifestations sont réprimées par les forces de l'ordre françaises. Les manifestants immobiles se laissent traîner sans réagir physiquement, jusque dans les cars de police. Une fois de plus, la violence frappe dans les rues en grève. Dans Alger, la tourmentée, les Français affrontent les Français. Ainsi, des étudiants entrent en rébellion suite à l'annonce de Gaulle à propos de son projet de donner à l'Algérie son propre choix entre l'indépendance et continuer son association avec la France. Ces manifestants sont accusés par le groupe de droite en accord avec l'Algérie française. Alors que la police charge, 100 personnes sont blessées et 70 sont en état d'arrestation. Le climat choquant des foules incontrôlables s'ajoute à l'amertume que génère la situation. « 1960-1961, les années se succèdent et se ressemblent. Des Français affrontent des Français sur l'autodétermination des Algériens. Un projet politique que le général de Gaulle porte jusque dans la rue, avec un moral d'acier. La France et l'Algérie se rendent au bureau de vote pour un référendum historique tiré du programme du général de Gaulle visant à faire cesser la montée de la violence dans la crise nord-africaine. De Gaulle appelle à une approbation sans réserve de son programme pour une autonomie provisoire devant mener à l'autodétermination de l'Algérie. Toute autre attitude serait contraire à ce projet. En France métropolitaine, on compte 15 millions de votants. 75% seraient en faveur du général de Gaulle. En Algérie, le pourcentage de votants est bien plus faible. Le plus préoccupant est une abstention très répandue du côté des colons français et des musulmans influencés par le nationalisme algérien. Le nombre de voix que souhaiterait de Gaulle n'est pas encore atteint, mais il reste d'autres votes de confiance en France et en Algérie pour résister aux oppositions. Il y a assez de soutien au plan du général de Gaulle pour espérer une paix coloniale en Algérie. Après des mois de calme relatif, la guerre civile entre en éruption alors que des généraux à la retraite de l'armée française mènent la prise de la ville d'Alger et d'autres points névralgiques. Ces gens de droite veulent que le pays reste français. Ils sont soutenus par les unités de la Légion étrangère et par l'armée. L'Algérie paraît aussi calme que cela, mais il y a un autre type de profonde tension. À Paris, des attentats à la bombe menés par les rebelles sont la pire terreur que les Français aient jamais connue depuis l'époque de l'occupation. Des bombes au plastique sont posées dans 2 gares et à l'aéroport d'Orly. Plusieurs personnes sont blessées et un homme tué.
Craignant une invasion par les rebelles paras d'Algérie, l'aéroport est fermé et mis alors sous haute surveillance, tout comme l'est la ville de Paris tout entière. Le général de Gaulle demande à la population de venir en masse en cas d'invasion. Celui-ci assume un pouvoir dictatorial et en appelle à l'unité. Une fois de plus, j'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République! Vive la France! Une grève des musulmans en Algérie contre la menace de partage par la France de leur pays se conclut par 80 morts et près de 300 blessés. Alger, Oran et d'autres grandes villes sont calmes. Mais un calme relatif, ne tenant qu'à un grand nombre de gardes chargés de la sécurité dans les rues. Les troupes ripostent régulièrement à grands coups de feu. Le Front de Libération Nationale en appelle à la grève en tentant de montrer au général de Gaulle l'union entre les musulmans. Si le gouvernement rebelle refuse les programmes de la France pour une association rapprochée après l'indépendance, de Gaulle a l'intention de partager le pays, divisant les autochtones. Ceux-ci n'acceptent en aucun point ce projet et utilisent ces moyens de grève nationale pour exprimer leur amertume. L'Algérie est le problème le plus épineux de la France et pourrait bien déterminer l'avenir du gouvernement du général de Gaulle. En attendant l'approbation du cessez-le-feu et de la trêve établie entre les Français et les dissidents musulmans, la violence fait rage en Algérie. La mort sévit tous les jours dans les villes d'Oran et d'Alger, tandis que l'organisation de l'armée secrète, OAS, partisane de l'Algérie française, intensifie sa campagne de terreur. La forte concentration de soldats français postés dans les villes, ainsi que les interpellations inopinées des citoyens, n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté sur les terroristes qui poursuivent leur campagne d'attentats, de plasticage et d'assassinats. En 24 heures, pas moins de 100 bombes ont explosé à Alger et chaque jour, en moyenne 30 personnes trouvent la mort dans ces attentats. Pour la première fois en 22 ans, alors que le président Charles de Gaulle annonce l'élaboration d'un cessez-le-feu avec les rebelles algériens, la France n'est plus officiellement en guerre. Ce conflit africain qui débute en 1954 a pour effet de ramener de Gaulle au gouvernement en tant que Premier ministre. Ceci lui vaut une ovation en Algérie, et l'année suivante, il devient président de la Ve République. En 1960, les Européens, craignant qu'un arrangement avec les musulmans ne mette fin à leur résidence en Algérie, soulèvent une émeute. L'armée française attend 5 jours avant d'intervenir pour mettre fin au soulèvement. Charles de Gaulle montre sa détermination à soutenir l'Algérie en promettant un référendum. De plus en plus d'Européens rejoignent l'armée pour combattre à ses côtés. Depuis que les forces françaises sont en place là-bas, en 7 ans, plus de 250 000 personnes sont tuées durant les émeutes ou les attentats à la bombe. Pendant 7 ans, le sang n'a cessé de couler. Bien que les Européens soient peu nombreux, 1 pour 9 musulmans en Algérie, ils sont déterminés à garder l'Algérie française. Alors qu'une trêve difficile prend effet, l'armée secrète appelle à une grève générale et le pays donne l'image d'un combat incessant. Une nouvelle scène de crise se joue dans cette Algérie déchirée par la grève. L'Algérie vit de grandes périodes de tension, après qu'un cessez-le-feu entre la France et les rebelles musulmans ait amené une paix momentanée. Une trêve fragile est annoncée après des mois de négociations. Alger et ses environs sont calmes seulement à cause d'une grève générale appelée par les chefs de l'armée secrète, l'OAS. Les gens de l'aile droite, qui veulent que l'Algérie reste française, sont prêts à se battre jusqu'au dernier afin d'atteindre leur but. Seulement 2 jours après que la France ait signé le pacte avec les rebelles, l'armée secrète, l'OAS, perpétue des attentats à la bombe, tuant 32 civils et policiers en 2 jours. L'armée française détient la clé d'une paix stable. Certains observateurs remarquent que si l'armée est pour l'instant loyale au président de Gaulle et contient l'armée secrète, les soldats peuvent changer de camp dans cette nation africaine déchirée par les luttes. Les actes de violence et de terreur quotidiens rendent la vie épouvantable en Algérie. À l'approche du référendum sur l'indépendance du pays, l'OAS intensifie sa campagne d'attentats et de meurtres. La condamnation à la détention du général Raoul Salan, chef de l'OAS, n'a pas calmé les ardeurs de ses partisans, qui ont essayé d'inciter les musulmans à la rébellion
et tenter de déclencher une guerre civile dans le but de retarder le référendum sur l'indépendance. Les Européens d'Algérie, pour la plupart français, quittent le pays de plus en plus nombreux. Ils laissent tout derrière eux, à l'exception de ce qu'ils peuvent transporter dans leurs bagages. Depuis le 1er avril, 50 000 personnes ont quitté l'Algérie, en bateau ou en avion. Ils savent que les musulmans voteront pour leur indépendance. Ces pieds noirs redoutent l'avenir. Pour eux, l'Algérie n'existe plus, leur patrie s'effondre subitement. Les Français engagent leurs forces armées dans le conflit algérien qui prend désormais les proportions d'une guerre totale. Des brasiers ravagent le pays, devenu de toutes parts la cible des attaques éclairs menées par les rebelles. Pas moins de 400 000 hommes parmi les meilleurs soldats français ont été mobilisés. Les principales victimes des raids demeurent les communautés agricoles. De nombreuses fermes ont été brûlées et leurs exploitants massacrés. Toutes les usines ont été incendiées malgré les moyens mis en œuvre par les Français pour renforcer leur armée. Le paysage algérien est désormais parsemé de dépôts d'armes, et les troupes françaises sont prêtes à déployer une force de frappe rapide et puissante dans une guerre qui n'est pas prête de se terminer. Une guerre sanglante de 7 ans et demi pour l'indépendance arrive à son apogée en Algérie alors que les gens vont voter pour un gouvernement indépendant en coopération avec la France, mettant un terme à 132 ans de pouvoir français. Parmi les 70% des inscrits qui votent, une majorité semble se détacher pour l'autonomie. Avant même que les voix soient comptées, un risque apparaît dans le camp de ceux qui conduisent la rébellion couronnée de succès. Le nouveau régime est divisé entre gauche et droite, et certains éléments de gauche sont reportés comme pouvant mener de nouvelles révoltes contre le régime qui vient juste d'émerger. La paix n'est pas encore pour aujourd'hui en Algérie. Encore de nouveaux obstacles pour le peuple algérien. La situation politique engendre des manifestations de gens appartenant à 3 groupes différents dans la capitale. Le premier soutient le bureau politique dirigeant dont les pouvoirs ont été écourtés. Le second soutient le gouvernement actuellement en place. Et le troisième est constitué d'éléments mécontents. Ben Bella, dissident du Premier ministre, ayant pris le pouvoir en Algérie, part pour Oran après les manifestations en faveur des idées mises en avant par certaines unités de l'armée. Fuyant la foule amassée devant les bureaux du gouvernement, il laisse son bras droit Mohamed Kaïda calmer les esprits. Ce sera chose faite, mais pour autant, il reste fort à faire dans le pays. Charles de Gaulle met fin à la guerre d'Algérie. La France est en paix pour la première fois depuis 1939. C'est la fin de presque 8 ans de combats sanglants en cette nation africaine qui voulait son autonomie après 132 ans d'appartenance à la France. L'homme fort du pays est le vice-premier ministre Ben Bella, qui à peine arrivé au pouvoir se retrouve confronté à une multitude de problèmes. À la tête d'une économie exsangue, il n'aura d'autre choix que de demander l'aide de la France afin de sauver son pays.